Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Samedi de lire et aujourd'hui je reçois un auteur que j'aime beaucoup, Isabelle Laflèche. Bonjour Isabelle, comment ça va? Bonjour, mais ça va super bien, merci de m'accueillir. Ça me fait grand plaisir et j'ai envie d'un peu de te présenter à mes auditeurs. Alors, tu es une ancienne avocate qui, il y a quelques années, a pris la décision de se consacrer à sa grande passion qui est l'écriture. Et tu as publié J'adore New York, par la suite J'adore Paris. Et là, tu nous as fait patienter pendant quelques années. Alors, on a eu droit à J'adore les fêtes et J'adore Rome, qui était une courte nouvelle. Et finalement, là, tu nous as présenté il y a quelques mois, en fait, 1 mois et demi, 2 mois? Oui, c'est ça. Tu nous as présenté J'adore Rome, où on retrouve justement ton personnage principal de Catherine, qui est également avocate et qui s'est redirigée dans le travail. Là, elle travaille en fait pour Dior, pour la contrefaçon. Oui, tout à fait. En fait, elle travaille pour le service juridique. Et un de ses mandats, c'est d'enrayer la contrefaçon, de faire des enquêtes dans les bas-fonds du milieu de la mode. Et elle se passionne beaucoup avec ça. Et tu te passionnes, toi aussi, beaucoup pour la mode, Isabelle. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me parle. Ce qui m'intéresse, c'est pas non seulement le bling-bling, le côté clinquant ou le paraître, c'est ce qui se passe derrière. J'aime faire de la recherche sur la mode, j'aime lire sur le milieu de la mode, la méthode des designers, comment ils s'y prennent, la méthode de travail. J'ai eu la chance de visiter des ateliers, d'interviewer des designers de partout dans le monde pour écrire mes livres. Et c'est énormément de travail. On se rend pas compte quand on regarde une robe, surtout dans le domaine de la haute couture, là, mais c'est des heures et des heures de travail. Et puis oui, j'apprécie les belles choses, certainement. Et ça a été comme ça toujours? Tu apprécies les belles choses? C'est quand tu as commencé à être avocate, tu avais un peu plus de sous, puis là, tu as commencé à t'intéresser à la haute couture? Non, j'ai toujours aimé la mode, même enfant ou jeune fille. À l'adolescence, j'étais toujours la fille dans mon groupe d'amis qui réussissait à dénicher le trésor, même dans des friperies, des magasins à bon prix. J'ai toujours eu un œil pour ça et je faisais rire mes copines parce que je trouvais toujours la bonne aubaine. Et donc, je pense que c'est de famille. Ma mère aime ça aussi. Ma mère a toujours été une femme qui s'habillait bien, qui aimait les vêtements. Puis, j'ai toujours aimé ce milieu-là. Et l'écriture, est-ce que ça a toujours été dans ta vie? Ah, ben oui et non. J'écrivais des histoires quand j'étais petite. Ma grand-mère me lisait. Et j'en écrivais beaucoup. D'ailleurs, j'en ai encore chez moi, que j'ai conservé. Et d'ailleurs, il y a une histoire que j'ai retrouvée, que j'avais écrite quand j'avais probablement 6 ou 7 ans. Et la première phrase de cette histoire-là, ça commence dans une grande ville qu'on appelle New York. Et quand j'ai trouvé ça, j'ai eu des frissons parce que c'est le sujet de mon premier roman. Mm-hmm. Donc, je me dis que je l'avais en moi depuis très, très, très longtemps. Après ça, j'ai pris une pause pendant de nombreuses années. Je me suis lancée, je suis allée à l'université, j'ai étudié en droit. Et j'écrivais, mais pas de façon artistique. J'écrivais beaucoup des mémos, des mandats, des documents juridiques. Donc, l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Mais au niveau artistique, ça a pris... ça a été mis sur la tablette pendant des années, mais c'est revenu. Et puis, voilà. Mais c'est revenu comment? Parce que tu as travaillé comme avocate à Montréal, à New York, à Toronto. Oui. Comment c'est l'écriture? C'est venu parce qu'il y a une femme qui m'a accrochée carrément dans la rue à New York quand je travaillais là-bas. Une voyante qui m'a accrochée par le bras. Puis elle m'a dit qu'elle avait un message pour moi. C'était une période dans ma vie où j'étais en remise en question professionnelle. Je réfléchissais à revenir à Montréal. Et puis, je sentais que mon côté artistique me manquait. Il y avait quelque chose en dedans de moi qui était pas tout à fait à sa place. J'avais des questionnements, puis je savais pas trop comment combler ça. Je me disais que je pourrais peut-être devenir avocate dans le milieu artistique, comme le fait mon personnage, Catherine, soit dans le milieu de la mode, dans le milieu de la musique, qui est un autre domaine que j'aime beaucoup. Et cette femme-là m'a carrément interpellée. Elle m'a pris par le bras, elle m'a arrêtée dans la rue un dimanche après-midi, puis elle m'a dit « Écoute, il faut que je vous parle. Écoutez, il faut absolument que je vous parle. » Et j'ai eu peur, puis pour faire une très longue histoire courte, je l'ai suivie chez elle. Et ce qui aurait pu être fatal, finalement, a été révélateur parce qu'elle m'a dit que j'avais un côté artistique que je n'exploitais pas et que j'étais sur la mauvaise voie. Et que si je continuais sur la voie dans laquelle j'étais, que j'allais frapper un mur, que je serais jamais heureuse finalement. Et j'ai senti que tout de suite qu'elle avait raison, que j'étais pas dans je faisais pas la bonne affaire. Et puis ça m'a pris 6 mois, mais j'ai donné ma démission. Je suis rentrée à Montréal. Et puis j'ai commencé à prendre des cours à l'Université Concordia en écriture.
creative writing. Et puis, j'ai eu du bon feedback de la part de mon professeur, des élèves dans ma classe. Et puis, pour moi, ça a été très salutaire. C'est ça qui m'a fait réaliser que j'avais un talent d'écriture, d'écrivaine. Et suite à ce cours-là, j'ai décidé de m'installer chez moi et d'écrire mon premier roman, J'adore New York. Wow! C'est une belle histoire. Ben, c'est peu, disons, c'est... hors de l'ordinaire. Oui, hors de l'ordinaire, tout à fait. J'en parle comme si je parlais d'un film ou d'une émission de télé. Quand je pense à ça, ça sort de l'ordinaire. Et puis, je considère que j'ai eu une chance incroyable de rencontrer cette femme-là parce que je me demande aujourd'hui... si je ne l'avais pas rencontré, où je serais, qu'est-ce que je ferais. Je pense que j'aurais fait un virage quelconque. Je ne sais pas si ça aurait été l'écriture, quelque chose d'aussi dramatique comme changement de vie, mais je remercie l'univers de m'avoir envoyé ce message-là. Et ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que tu écris en anglais et tu t'appelles un traducteur, un duo, un traducteur et une traductrice pour traduire en français l'ouvrage qui est... C'est quand même assez particulier, c'est publié en même temps en anglais et en français. Oui. Mes romans, j'écris aussi en français, mais mes romans sont écrits, ma série J'adore, c'est écrit en anglais, en effet. Je pense que la raison principale, c'est que j'ai commencé à écrire J'adore New York très peu de temps après avoir entré des États-Unis. Et puis, j'avais encore en moi le côté américain, le côté anglophone que j'avais exploité pendant de nombreuses années. Et donc, c'était plus facile pour moi de capter les messages que j'avais à partager sur le milieu du travail, comment les femmes sont traitées dans le milieu du travail, sur New York. Tout ça sortait plus facilement pour moi en anglais. Et donc, comme j'ai commencé le premier en anglais, j'ai continué dans la même veine. Je reste quand même très impliquée dans la traduction. Mm-hmm. Je relis tout ça de très près et je m'amuse beaucoup avec l'équipe. J'ai la chance d'avoir 2 traducteurs incroyables. Et donc, on s'amuse beaucoup à traduire parce que c'est pas facile de traduire un livre et particulièrement l'humour. L'humour, ça se traduit pas toujours super bien. Et il n'y a rien de pire qu'une joke qui tombe à plat, qui est mal traduite. Donc, je m'implique beaucoup puis j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Wow! Est-ce que c'est toi qui les as choisis, les traducteurs? Non, c'est mon éditeur, mais j'ai de la chance. Ils ont choisi des gens que j'aime beaucoup, avec qui j'adore travailler. Et aujourd'hui, c'est devenu des amis. Et dans J'adore New York, on parlait justement beaucoup de la femme dans le milieu du travail en tant qu'avocate. Dans le tome 2, on parlait beaucoup justement du changement de ville qu'a fait Catherine. Et là, dans ce fois-ci, on parle beaucoup de la contrefaçon. Oui. On parle de la contrefaçon d'une autre façon, différemment que dans le deuxième. Mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est autre chose. On parle... en fait, c'est comme une espèce de fraude, si on veut. Quand on lit sur une étiquette qu'un vêtement est fabriqué dans un certain endroit, dans ce cas-ci en Italie, il y a tout un bagage qui vient avec ça, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que ça soit fait de très bonne qualité, que le tissu soit d'autre qualité aussi, parce que au fil du temps, les artisans italiens ont développé une très bonne réputation au niveau de la qualité des tissus. Alors, si on a un vêtement où on a une étiquette, puis c'est écrit « Made in Italy », puis que finalement, les tissus viennent de Chine, les fabricants sont d'origine chinoise, puis tout ce qui a été fait, c'est l'assemblage en Italie. En fait, c'est une forme de fraude. Alors, c'est de plus en plus commun et c'était quelque chose que je voulais dénoncer parce que c'est hyper important, la qualité du vêtement. Quand quelqu'un investit dans une pièce, il faut que ça soit respecté. Et l'autre chose que je voulais dénoncer, c'est les conditions dans lesquelles certains ouvriers se retrouvent. Ça m'a beaucoup fait penser à une tragédie, je crois, c'est-tu au Bangladesh ou quelque chose comme ça, où ça s'est effondré? Puis... Oui, il y a 2 ans, je crois. Le 24 avril, il y a eu plus de 1200 morts. Et il y a des ouvriers qui travaillaient dans cet établissement qui fabriquaient des vêtements pour l'Amérique du Nord, pour les gens qui consomment ici en Amérique. Et puis, ça menait à une certaine sensibilisation, je pense, parce qu'on ne sait pas toujours d'où viennent nos vêtements. On les achète, on trouve ça beau, on est passionné par ce qu'on voit dans les grandes surfaces, dans les grands magasins, mais on ne comprend pas toujours, ou on ne sait pas toujours d'où ça vient, comment ils ont été fabriqués et les conditions de vie et de travail dans lesquelles les ouvriers se retrouvent. As-tu eu beaucoup à faire de recherche pour comprendre justement comment ça se passait? Oui et non. J'ai eu la chance d'interviewer des gens qui ont de la famille qui travaillent dans ce milieu-là. Okay. Une designer
qui habitent Florence, dont le beau-père est propriétaire d'une fabrique de tissus là-bas. Mais aussi, je dirais qu'il y a énormément d'informations qui est disponible sur Internet et il y a un documentaire qui a servi de base à mon roman qui s'appelle The True Cost. Ça a été réalisé par la femme de l'acteur Colin Firth, Livia Firth, et puis elle a fait un documentaire qui est extrêmement puissant de par ses images, et j'encourage tout le monde d'aller voir ça. D'ailleurs, on peut retrouver le trailer, là, la bande-annonce sur YouTube, et c'est très puissant parce qu'on voit le contraste entre les images de gens dans l'Occident qui s'habillent dans les grands magasins, la course à la consommation, qui font leur shopping tous les samedis après-midi. Et à côté de ça, on voit des images très troublantes de gens qui, justement, qui sont dans des pays du tiers-monde, en train de créer des vêtements pour cette consommation excessive-là. Et on voit des images choquantes, comme une femme dont le bébé est couché à côté d'elle ou en dessous de sa table de travail. On voit dans les conditions dans lesquelles ils travaillent, il y a presque pas de lumière, ils sont presque enchaînés à leur machine pendant 12, 13, 14 heures par jour. Et justement, les édifices n'ont pas toujours énormément des côtés sanitaires et très élaborés ou des côtés sécuritaires très élaborés, ce qui mène à des décès. Donc, tout ça, c'est très, très puissant comme image et c'est un documentaire qui m'a beaucoup touchée et qui a servi de base pour mon troisième roman. Et ça t'a donné envie, justement, de nous sensibiliser, nous, lecteurs, à ça. Oui. Et j'ai lu en quelque part qu'on écrit souvent des livres pour inculquer un message qu'on veut apprendre nous-mêmes, si on veut. Et moi, j'ai été la première à consommer des vêtements qu'on appelle le fast fashion, des vêtements qui sont faits à l'étranger dans des conditions qui sont pas toujours équitables et qui sont vendus surtout pas très cher. Qui ne durent pas longtemps non plus. Non, qui ne durent pas longtemps. Et j'étais la première à consommer ce genre de vêtements-là parce que je faisais partie de celles qui lit les magazines de mode, qui veut suivre les tendances, et j'allais souvent dans ces endroits-là, puis je m'achetais beaucoup, beaucoup de vêtements. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que je les portais pas tant que ça, parce que je savais que c'était pas de la bonne qualité. Après 2-3 lavages, ça se détériore. Mais je dirais, au-delà de la qualité, je me sentais pas bien en portant ces vêtements-là. Et j'ai commencé à me poser la question, pourquoi? Et je pense qu'il y a un élément éthique, il y a un élément aussi de qualité quand les matières sont pas toujours respirables ou de très grande qualité, mais je pense qu'il y a un côté éthique. Puis, il y a une raison pour laquelle on se sent pas bien quand on porte un vêtement comme ça. On se sent beaucoup mieux quand on achète un vêtement qui est de meilleure qualité parce qu'on sait que, premièrement, c'est un investissement à long terme et on se dit que la personne qui a travaillé sur ce vêtement-là, elle a probablement gagné un salaire qui, on espère, convenable. Puis pour moi, aujourd'hui, je consomme beaucoup moins. Après toutes les recherches que j'ai effectuées, ça m'a ouvert les yeux carrément et j'en parle autour de moi, je sensibilise mes amis, les gens que je rencontre, puis je me dis, c'est un investissement dans notre planète parce que beaucoup de ces vêtements-là qui se retrouvent dans les dépotoirs. Puis là, c'est des matières qui ne sont pas nécessairement recyclables. Donc, et même je dirais que les friperies, les sous-sols d'église, ils débordent de vêtements de pauvre qualité parce que les gens les portent 2-3 fois ou une saison et puis après, ils s'en débarrassent. Donc, c'est de la mode jetable, puis il faut se poser la question, c'est jetable, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut jeter? Est-ce que c'est ça qu'on veut laisser sur l'empreinte sur la terre? Et puis, est-ce que c'est ça qu'on veut laisser aussi comme héritage? Si tu me permets, Isabelle, on s'arrête et au retour, on continue de parler de J'adore Rome.